On traverse une période très difficile. Il faudrait que notre peuple soit vigilant. Donc, pour ne pas dire que nous sommes dans la lutte de la deuxième indépendance, parce que la première indépendance a été acquise par nos pères d'indépendance, les Lumumba, les Kasavubu, Bolikango et autres. Et la deuxième, aujourd'hui, il faudrait que les peuples congolais se mettent debout pour avoir le contrôle de ces richesses. Parce que depuis 1885, depuis l'acte de Berlin, les gens pensent que la création de l'État indépendant du Congo, les richesses du Congo appartiennent au multinational occidental. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est une lutte pour la deuxième indépendance. Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, le projet de la balkanisation a été monté par sous Bill Clinton. Sous Bill Clinton, c'était pendant la période où la Chine commençait à émerger. Donc, ce sont des hommes d'affaires d'Arkansas, sous Bill Clinton, qui ont décidé d'avoir le contrôle en matière première, d'un côté. De l'autre côté, on pensait que le Congo est trop grand, il faut le diviser, il faut le balkaniser. Et c'est pendant cette période que la guerre a commencé. Ils ont procédé par la guerre en utilisant l'Ouganda et le Rwanda. Et le Burundi, mais n'était pas tellement impliqué, mais surtout l'Ouganda et le Rwanda qui ont été utilisés pour faire aboutir le projet de la balkanisation. Donc, mettre la main sur les richesses du Congo et les faire imploser. Le 2 août 1998, donc d'abord ils ont pris Musée arrivé à Kinshasa. Le 2 août, ils chassent les Rwandais. Vous vous rappelez très bien. Exact. Avec ce qui s'est passé avec James Kabarebe, oui, qui est parti jusqu'au Bas-Congo. À Kitona, grâce à notre peuple. Et Musée a parlé au peuple et leur complot a échoué. Et il s'est passé des choses que beaucoup de gens ont difficile à comprendre. Quelque chose, par exemple? Musée Kabila, 3 mois avant son assassinat, il a eu à discuter avec M. Diane Dikupa, qui est un journaliste très bien connu, patriote. Il a rencontré Musée 3 mois... Éditeur de La Colombe. La Colombe, il a rencontré Musée 3 mois avant sa mort, son assassinat. Ils avaient publié un article dans le journal L'Avenir pour dire que dans 3 mois, on aura la tête de Musée. Et Musée, donc un général, a amené des troupes de militaires jusqu'à l'Avenir pour confisquer tous les matériels. Musée a envoyé Erodia et chez Kutundu jusqu'à ce que le problème a été réglé. Et Lévi Erodia a arrangé une rencontre avec Diane, avec Musée. Un jour, Diane me dit, il s'est retrouvé devant Musée. Et Musée lui dira que ce que vous avez écrit est vrai. On me demande des choses que je ne peux pas faire. Je préfère mourir. Vous qui restez, continuez avec la lutte. Qu'est-ce qu'on va demander de faire? Point d'interrogation. Vous êtes assassiné, Joseph prend les choses. On pensait qu'on allait jouer avec Joseph jusqu'à la fin. Mais on a souvent accusé l'ancien président d'être complice de tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Je pense qu'il faudrait faire des analyses approfondies, enlever les sentiments. Et très souvent, il y a beaucoup de manipulations. Moi, j'ai toujours posé la question, que gagnerait Joseph Kabila aujourd'hui si le Congo implosait? Il a un grand pays, un beau pays comme celui-ci. Il va le faire imploser pour être président où? Ça, c'est logique. Il faut se poser telle question. Donc, il y a toute une manipulation, ce qu'on appelle une diabolisation. Et quand vous prenez les discours du président Kabila depuis 2010, il ne parle que de la balkanisation. Mais s'il était complice, pourquoi il en parle? En fait, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Le Congo, par rapport à son statut, à sa nature, sa création, ça a été créé comme une entreprise, comme une société, une multinationale. Donc, ceux qui doivent gérer cette multinationale ont des comptes à rendre aux grands groupes industriels ou bien aux multinationales qui sont pro-occidentales. Le premier qui a été, qu'on appelle Léopold II, on dit que ce n'était pas sa propriété privée. Léopold II n'était qu'un gérant. Comme il n'a pas respecté les règles, Léopold II a été, on a décisé le Congo, on a donné à la Belgique en 1998. En 1960, quand Lumumba a pris le pouvoir, donc il a été élu, il a remis ça en cause. Voilà pourquoi on l'a assassiné.
Donc jusqu'à présent, dans l'imaginaire des hommes d'affaires européens, occidentaux, le Congo, c'est leur plate-bande. Ils n'ont pas besoin d'un chef d'État, ils ont besoin d'un gérant. Donc il faut que les Congolais comprennent cette donne. Donc c'est une donne qu'on a héritée de l'accord de Berlin, où on disait le Congo, c'est un espace où il y aura seulement la libre, comment dire, le commerce libre, en quelque sorte. Donc, chez eux, ils ne voient pas le Congo comme un État. Nous, on ne dit presque pas. Parce que pendant cette période, il y a des génocides, personne n'en parle. Donc, il faut prendre du recul. Quand on a décidé à Arkansas, par Bill Clinton, avec des hommes d'affaires américains, c'était pour barrer la route à la Chine. Comme la Chine montait comme une puissance, on dit qu'il faut compter la matière première pour qu'ils ne puissent pas avoir accès. Et beaucoup de gens ignorent cette dimension. Le Congo détient 104% du cobalt. Donc le cobalt, c'est une matière stratégique. Pour qu'on réussisse ce qu'on appelle la transition énergétique, il faut avoir ce cobalt pour faire des batteries électriques pour les voitures. Nous avons 64%. Et la Chine a 92% de terres rares. Donc ces deux pays, le Congo et la Chine, avec ce qu'ils ont comme matière première, vont contribuer au succès de la révolution numérique, mais aussi de la transition énergétique. Or, la Chine est en compétition avec les États-Unis d'Amérique. Voilà, nous sommes au cœur des enjeux. Le Congo, c'est un enjeu économique et géopolitique important. Malheureusement, les Congolais ne comprennent pas. Donc, au lieu de passer tout le temps à se chamailler comme des enfants, avoir des querelles personnelles, il faut privilégier cette dimension, je dirais, géopolitique. Nous sommes les produits du capitalisme occidental prédateur depuis 1885. Et le paradigme n'a pas changé. De l'autre côté, on nous voit comme réservoir de matières premières. C'est un peu l'enjeu. Et pour cela, c'est qu'ils décident soit de le couper en morceaux, soit de le contrôler. Donc, c'est depuis longtemps que ce projet a été mis en place par Bill Clinton et les autres. Curieusement, les politiciens congolais n'en parlent pas, les médias congolais n'en parlent pas. Pourquoi? Oui, d'abord, les médias, d'abord les politiciens. Vous savez, quand on est parti à Sun City, quels étaient les résultats à Sun City? D'abord, comment on est arrivé à Sun City? Quand les Rwandais, avec l'Occident, avec l'administration occidentale, ont attaqué le Congo, les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, soutenus par les multinationales, les puissances occidentales, ils ont eu, le 2 août, Musée a changé la donne. Maintenant, les Zimbabwe, la Namibie et l'Angola sont entrés en danse. C'est ce qui a sauvé le Congo, la balkanisation. Et dans ces jeux-là, Mugabe a joué le plus grand rôle. Parce que c'est engagé contre la vie de tout le monde. Maintenant, toutes ces puissances africaines sont affrontées sur nous, donc sur notre propre territoire. Ça signifie que le contrôle de notre pays nous a échappé. Parce que si nous avons gagné la guerre, on pouvait s'imposer. Voilà pourquoi, même quand on fait le gouvernement, ça pose un problème très sérieux. Et ça traîne. Vous avez des ministres qui restent même 20 ans au pouvoir. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que la plupart des gens, à travers les négociations qu'on a eues à Sun City, on représente les intérêts étrangers et non les intérêts congolais. Voilà le fond du problème. Voilà pourquoi, quand on parle d'organisation, beaucoup ne parlent pas. Tout le monde sait que le projet est là. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Ça, c'est du côté homme politique, du fait que beaucoup sont arrivés au pouvoir avec le soutien de ces pays étrangers. Je prends un exemple. Allez-y. Vous avez l'Angola, qui est intervenu ici, effectivement, parce que c'était capital l'intervention de l'Angola vers les Bas-Congo. L'Angola qui nous a aidés à arrêter cette aventure du Rwanda et de l'Ouganda, contrôle notre pétrole dans ce qu'on appelle la zone vers l'océan. Et ça fait 10 milliards de dollars chaque an. Qui échappe à la République démocratique du Congo. Qui est exploité là-bas, que les Congolais ne gagnent pas. Et quand on essaie de demander, ils menacent même, on va changer de régime à Kinshasa. Vous avez, dans le lac Albert, vous avez notre pétrole, que l'Ouganda exploite. Le Congo ne gagne rien. Vous avez du côté de Kivu,
le Rwanda exploite les gaz, mais aussi donc le coltan congolais passe par les Rwandais, et les Rwandais sont devenus les premiers producteurs du coltan. Il n'y a pas de mines. Et actuellement, au Rwanda, on a installé des usines pour le raffinage du coltan, mais aussi des raffinages de l'or. Mais pourtant... Alors qu'ils n'ont pas ces mines. Ça suffit, quoi. Ne voyez pas seulement les Rwandais. Revenez maintenant à la guerre Lafdel. Qui était derrière? Ce qu'on appelle aujourd'hui les mondialistes globalistes. Ce sont les acteurs non étatiques, qui n'ont pas de compte à rendre au pouvoir étatique. Donc, ce sont les multinationales. Tous sont à Kigali. Et quand vous partez au nord Kivu, à l'est, vous avez la plus grande concentration des ONG. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Il n'y a qu'à l'est qu'il y a la misère, et pourquoi pas en Bandaka? Ils ont tout abandonné, ils sont là-bas. Et vous allez voir toutes les... il y a un cas de Congo Eastern Initiative. Vous pensez que des gens là peuvent quitter chez eux, venir vous aider ici? Et la guerre? Non. Le fond du problème, c'est le coltan. Ce sont les terres arables de l'Est qui les intéressent. C'est le projet de balkanisation. Ils ont tenté, avec les guerres, ils ont échoué. Maintenant, ils procèdent par d'autres mécanismes. On pousse des peuples, donc on prend les Rwandais, les Ougandais, je pense que le cardinal l'a bien dit. Ces gens-là sont placés là où il y a des terres arables et là où il y a des mines. Voilà pourquoi, malgré la guerre, les Rwandais sont toujours producteurs de coltan. Et tous les Occidentaux passent par là. Et quand je les vois à Kinshasa donner des leçons de morale, je me pose la question si dans ces pays il y a des hommes, s'il y a des intellectuels. Donc, les projets de balkanisation actuellement se portaient beaucoup plus par les globalistes qui sont à Kigali. Ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'en Occident, il y a la crise économique. Demandez aux gens qui passent à Bruxelles, on vous dit que c'est une catastrophe. Que faire dans leur manière de travailler pour lancer l'économie en Occident? Et cette économie, leur économie qui est basée sur l'industrie de l'armement, il faut faire des guerres. Faire des guerres pour piller et vendre les armes. Voilà pourquoi, les jours où on a des faits M23, on a trouvé des cargaisons des armes neuves. Ça passait par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, dans ces jeux de balkanisation, les Rwanda et l'Ouganda sont impliqués. Ce qui peuvent les faire reculer, c'est ce qu'on appelle les rapports de force. Nous allons y arriver, mais on n'avait pas répondu à la question pourquoi les médias n'épipent mot. Oui, les médias sont responsables. Pourquoi à Kinshasa ne parle pas? Ce qui est dramatique. Deux choses. D'abord, la plupart des médias quinois, bien congolais, sont financés par des ONG occidentales. Ces ONG occidentales reçoivent l'argent de leurs multinationales qui sont basées à Kigali et qui financent la guerre à l'Est. Donc si vous commencez à dénoncer cette guerre à l'Est, on coupe. Et comme ils donnent aussi l'argent, deuxième élément, on oriente la ligne éditoriale. Parce que s'il y avait des médias professionnels dans ces pays, la première chose à faire, c'est faire des analyses, faire des investigations. D'où vient cette guerre et pourquoi? Dans les médias, il y a un silence. Donc ce silence est dû à ces deux éléments. Mais aussi, on a une élite aliénée. C'est-à-dire? Ça signifie que nous sommes encore une élite qui croit encore que les étrangers peuvent venir nous faire du bien. Nous sommes assis sur une mine d'or, on n'est pas conscient qu'on a des richesses, et on préfère avoir l'argent de l'étranger. Quand vous demandez aux gens, non, quand on vous donne l'argent par les ONG internationales, c'est démocratique. Et quand votre gouvernement vous donne l'argent, c'est la corruption. C'est là où il y a un problème dans notre élite un peu journalistique. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont journalistes. Donc le travail à faire, c'est, comment dirais-je, de déformater les journalistes. Ils sachent, quand on est journaliste, on est d'abord citoyen. Sans le Congo, il n'y a pas de journalistes. L'exemple de la Somalie est là. La Somalie est coupée en 3 États. Ceux qui passaient là-bas parlaient de droits de l'homme, de liberté d'expression, ne passent plus. Et dans les médias occidentaux, on ne parle plus de la Somalie. Or, il y a déjà 3 États en place. Donc ce sont telles choses qui peuvent donner la réflexion, les idées aux Congolais, de savoir tirer les leçons.
Donc c'est le travail maintenant des intellectuels, le travail des journalistes, d'alerter l'opinion. Parce que l'Occident ne comprend que les rapports de force. Quand on verra, comme on a vu au Kivu, donc à Beni, quand on verra des millions de Congos dans la rue, il faut reculer. Et nous avons la chance unique parce que tout le monde commence à en parler. Les Soudan étaient coupés, pensant qu'on va barricader, ça va marcher, ça ne tourne pas. Donc, le Mali... Les Mali, bientôt, c'est déjà fini. Mais nous avons eu la chance de mobiliser les gens qui chassent ça. Et à travers le Congo, à travers les conférences, au moins, ils peuvent reculer. Maintenant, il faut continuer pour faire pression sur nos dirigeants à nous. Mais ça peut aussi leur donner la capacité, l'occasion de manœuvrer pour négocier. Mais si l'opinion ne fait rien, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent la balkanisation est impossible. C'est ça la naïveté. Le Congo a été une construction. On peut la déconstruire. Donc c'est le moment maintenant de savoir, ça a été une construction, oui. Maintenant ça nous appartient. On n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un, de personne. De toute façon, j'ai toujours dit, la roue de l'histoire tourne. Nous tendons vers notre deuxième indépendance. Ça va arriver. Aujourd'hui, ça nous coûtera trop cher, mais on va arriver. L'Occident est fini. Et même ils écrivent, ils vous publient, ils vous disent, d'ailleurs Trump l'a dit, moi ça m'intéresse plus d'aller encore faire des aventures extérieures. Il va se retirer un peu plus du monde. Mais quand en se retirant, il laisse la place vide aux nouvelles puissances qui émergent, mais aussi aux acteurs non étatiques. Vous avez les multinationales, vous avez Al-Qaïda, ça peut nous envahir demain. Voilà pourquoi il faut enlever le cœur, mettre nos intelligences ensemble pour savoir on va s'en sortir comment. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent il faut des dialogues. Ça ne sert à rien. Pas question de dialogue pour le moment. C'est dangereux. On en a fait combien de fois? Ça donnait quoi? Maintenant, le gouvernement est là, élu. Notre gouvernement qui ne dépend pas de personne, qui doit faire le travail pour notre peuple. Et je rappelle aux gens deux idées fortes et des personnes. Vous avez Mosé Kabila. Il vous dit, ne jamais trahir le Congo. Il est mort au pouvoir pour ce pays. Vous avez Etienne Tshisekedi. Il vous dit, le peuple d'abord. Il est mort sans accéder au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le fils de Kabila, qui est vivant. Vous avez le fils de Tshisekedi, qui est au pouvoir. C'est un message très clair. Ceux qui ne comprennent pas ça seront jetés dans la poubelle de l'histoire. L'histoire est en pleine marche. Nous tendons vers notre indépendance. Et ça ne sera pas l'indépendance pour le Congo, c'est l'indépendance pour toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique nous attend. L'enjeu ici, ce n'est ni Kabila ni Tshisekedi. L'enjeu ici, c'est la survie de notre peuple, la survie de notre nation. On a un passé douloureux à cause du capitalisme. Vous avez eu l'esclavage, la tête négrière. Vous avez eu la colonisation. L'esclavage, la tête négrière, c'est à cause de la révolution commerciale. On a vendu des Noirs en Amérique, ils sont partis dans des plantations. Deuxième révolution, industrielle. On est venu nous recoloniser en disant qu'on va nous civiliser. Maintenant, nous sommes dans une troisième révolution. La révolution du numérique. Quel est notre sort? Voilà les débats. Ce n'est pas un débat individuel. Le débat, c'est celui-là. Quel sera le Congo en 2030? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? C'est depuis 1999 que la MONUSCO, jadis MONUC, est en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'elle aussi a un rôle à jouer par rapport à tout ce qui s'est passé ici? Vous savez, la MONUSCO a fait plus de 20 ans. Quel est son bilan? Je vous donne des études. La première est faite par une dame, une Française, Auxerre, Séverine, sur l'implication, sur la MONUC en RDC. C'est un travail qui a été une thèse, mais qui a été publié sous forme de livre à Cambridge. Il y a un institut de relations internationales à Cambridge. Cette dame est arrivée à une conclusion pour la MONUC, pour expliquer l'échec de la MONUC, en disant, au sein de la MONUC, chaque pays qui finance ou bien qui a donné de contingents travaille pour ses propres intérêts.
quelquefois, ils s'affrontent. Voilà pourquoi la MONUC était paralysée. Concernant maintenant la MONUSCO, il y a une étude faite en avril 2016 par l'Institut des Relations Internationales de Paris, IFRI. Même conclusion. La MONUC coûte trop cher pour rien. Et là où on tue des gens, la MONUC vient seulement pour prendre note. Et les casques bleus indiens et autres, leurs patrons leur ont demandé de ne pas intervenir quand on tue les Congolais. Donc, par conséquent, la MONUSCO doit partir. Non, la MONUSCO doit partir, ce qui est normal. Tout de suite. Non, je pense que du temps du président Kabila, on avait déjà prévu qu'on commence à aller petit à petit. Il faut redéfinir d'abord sa mission et préparer son départ. Il faut faire attention avec la MONUC ou bien avec l'ONU. L'ONU réussit sur des plans. Je prends d'abord, il part, il quitte un pays, derrière il laisse un coup d'État. Ce qui s'est passé avec nous en 1965, quand Mobutu a fait un coup d'État. Quand on a organisé l'armée, l'ONU s'est retiré, Mobutu a fait un coup d'État. Vous avez, l'ONU se retire, donc réussit, là où il y a la balkanisation. Ce qui s'est passé à Yougoslavie. Pour résoudre une crise, on a fait imploser l'Yougoslavie. Ça s'est passé au Sud-Soudan. Donc méfiez-vous des Nations Unies. Les Nations Unies ne font plus partie de peuples. Ce ne sont pas des peuples qui contrôlent les Nations Unies. Les Nations Unies est dans les mains des multinationales actuellement. Donc qu'on fasse attention. On peut laisser les politiques faire des déclarations, mais les intellectuels, les journalistes doivent montrer la vérité à notre peuple. C'est à nous de défendre notre pays. Si nous voulons être indépendants, ce n'est pas grâce à l'ONU. Donc ça, c'est capital. Par contre, l'ONU peut s'arranger pour que la balkanisation réussisse. Imaginez-vous, ils étaient ici, après 2010, tout le monde s'est concentré dans l'Est. Dans l'Est, avec 20 000 personnes. Malgré tout ça, on tuait les Congolais. Mais entre-temps, l'ONU avait déjà commencé ce qu'on appelle mettre en place l'îlot de stabilité. On laisse l'Ouest, on va laisser place pour faire des îlots de stabilité. On va construire des routes, on construit un truc administratif, la police. Mais c'est presque tout un État qu'on met en place. Alors que l'ONU préparait, heureusement. Parce que quand on a dit on ne va pas travailler avec eux, quand on a attaqué M23, c'est grâce au Congo. Parce que quand on a attaqué M23 a pris, comment on appelle, Goma, tout le monde avait fui. À quoi servait l'ONU? Donc, qu'on enlève ça dans la tête. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. C'est quand on prendra conscience que nous avons notre destin en main. C'est comme ça qu'on peut éviter la balkanisation. Si nous voulons que cette balkanisation réussisse, faites confiance à la MONUSCO. Et vous allez regretter trop tard. Le pays dans l'Angola avait compris. C'est le jour où on a chassé l'ONU de l'Angola qu'on a intéressé Savimbi. Maintenant, ils sont en paix. J'étais au Cameroun. Un conflit sérieux. Des populations déplacées. Les Nations Unies voulaient venir, les Camerounais ont dit niet. Jusqu'à aujourd'hui, ils s'occupent de leur propre peuple. Voilà les leçons que les Congolais doivent tirer. Il faut se mettre du bon côté de l'histoire et prendre rendez-vous avec l'histoire. Ce qui se passe ici d'ici 2030. On viendra écrire. Hein. Mais il y a ceux qui vont entrer dans l'histoire et ceux qu'on va jeter dans la poubelle. Donc, aux hommes politiques, aux intellectuels dans notre peuple, c'est prendre en charge. La vie est faite ainsi, qu'on laisse ces pays unis pour que notre peuple, nos enfants, trouvent quand même un État viable qui va servir à la construction des États-Unis d'Afrique. Donc, les petits conflits avec des États négriers, comme vous avez les Rwandais et autres là, ça va bientôt s'arrêter. J'ai toujours pris l'exemple de Mobutu. Mobutu a servi l'Amérique contre l'Angola. Imaginez-vous, du temps de Mobutu, combien il faisait des affaires avec l'Angola? Beaucoup de Congolais ici, ministres, militaires. Et Banalunda. Banalunda. Et après, quand Mobutu a terminé, on est venu lui dire, monsieur Mobutu, ton cadavre sera tiré dans la... Il faut que tu partes. Si tu ne le fais pas, ton cadavre sera tiré dans la rue. Donc,
C'est une leçon que tout Africain doit tirer pour éviter que